Bienvenue dans Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Le Son de Victoire propose des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles pour leur trajectoire professionnelle. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin ou de la mixité en entreprise, ou bien des individus engagés sur le sujet des femmes au travail qui viennent partager leur point de vue ou le fruit de leurs travaux. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans tous ces partages des clés pour développer votre propre parcours professionnel, que vous soyez un homme ou une femme. Je suis Amélie Dague et avec ma complice Perrine Corvézier, que vous pouvez entendre sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, ou HLX, le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Le Son de Victoire, c'est aussi le nom des modules d'auto-coaching en format audio que nous produisons pour permettre aux femmes de lever un à un les obstacles qu'elles peuvent rencontrer sur leur parcours professionnel en entreprise. Rendez-vous sur le site leçondevictoire.com pour en savoir plus. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles. Cela permettra de le faire connaître et d'inspirer encore plus de femmes et d'hommes en leur soumettant des comportements et des points de vue inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Vous savez, moi je suis dans la philanthropie depuis 11 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est forcément tourné vers le succès des autres. Et c'est le succès des autres, la réussite des autres, qui vous apporte beaucoup de richesse. Parce que c'est jamais dans un sens. Forcément, vous êtes enrichi par les autres personnalités. Donc, moi, si vous voulez, comme je suis une créative, ce que j'adore faire, c'est créer des programmes exceptionnels et apporter aux gens des moyens qu'ils n'auraient jamais eu s'il n'y avait pas eu ces programmes. Voilà ce qui me satisfait. Martine Liotto est une femme d'action. Entrepreneure dans la banque d'affaires, elle a créé en 2009 la Women Initiative Foundation, qui œuvre pour la promotion de la diversité dans le monde économique et en particulier la promotion des femmes dans les affaires. Car la diversité, c'est la manière de concevoir le monde de Martine Liotto. Sa fondation, présente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, met en œuvre 3 types de programmes. Du réseautage de qualité, à travers l'organisation d'événements dans toutes les villes où elle est présente. Du mentorat, grâce à des programmes pour des femmes entrepreneurs et des programmes inter-entreprises, voire intercontinents pour des femmes à haut potentiel. Et enfin, des programmes académiques pour des femmes entrepreneurs ou des leaders, eux aussi inter-entreprises et intercontinents, menés avec des institutions prestigieuses comme Stanford, McGill, Supélec, l'ESCP ou encore l'Université de Singapour. Dans son métier de banquière d'affaires comme dans son investissement philanthropique, Martine Liotto trouve son succès dans la réussite des autres. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Martine Liotto et une bonne écoute. Martine Liotto, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accorder cette interview. Vous êtes la créatrice, la fondatrice de la Women Initiative Foundation, entre autres. Est-ce que vous pouvez me dire ce que fait cette fondation ? Alors, ces activités philanthropiques ont démarré il y a 11 ans et le but de la fondation, c'est de la promotion de la diversité dans le monde économique, en France et à l'international, mais plus spécifiquement la promotion des femmes dans les affaires. Et donc, en fait, ce qui m'avait interpellée en 2009, j'étais présidente de l'association des anciens de Stanford et on m'interviewait beaucoup parce que je suis entrepreneur dans la banque d'affaires sur
sur ma société où le conseil d'administration était égalitaire. Et moi, je pensais vraiment, en ayant embauché des hommes et des femmes, que au fond, c'était déjà résolu cette diversité-là. Et du coup, j'ai été voir, en 2009, c'était l'histoire des quotas dans le conseil d'administration. Et j'ai été voir les chiffres à la fois pour les femmes entrepreneurs et pour les femmes dans les groupes. Et je me suis rendu compte que les faits étaient têtus et qu'au fond, à la fois dans le conseil d'administration et ailleurs, la proportion des femmes était très faible. Donc, en 2009, j'avais l'intention de me rendre utile, enfin, ce qu'on give back, comme on dit aux États-Unis, donc de rendre quelque chose à la société. Et j'avais convaincu des amis, hommes et femmes, de faire un programme d'accompagnement d'entrepreneurs, mais pas de débutants, après 3 ans et au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai décidé, en voyant ces chiffres, de les convaincre de faire un programme pour les femmes entrepreneurs avec les mêmes conditions. Et c'est comme ça que tout a démarré et que la fondation, évidemment, a multiplié à la fois les actions de mentoring en faveur des femmes entrepreneurs, mais aussi des femmes dans les groupes, et également des programmes universitaires et des événements. Alors dans les endroits où on s'est développé, puisque la fondation est internationale, nous sommes en France, en Europe, aux États-Unis dans plusieurs endroits, New York, San Francisco, mais aussi au Canada et en Asie, à Singapour. Et donc ces actions se sont donc bien développées avec l'idée toujours d'aider à la promotion des femmes dans la vie économique. Vous disiez que vous vous concentriez sur les femmes qui ont créé des entreprises depuis au moins 3 ans, c'est bien ça? Pourquoi ce choix-là? Pour la partie entrepreneur, eh bien, ce choix-là, vraiment, ma propre expérience. Vous savez, en fait, moi, j'étais directeur de banque et associé d'une très grande banque internationale et j'avais décidé de créer ma banque d'affaires en 2000. Ce que j'ai fait. Je l'ai même fait d'ailleurs, en fait, je dis 2000, mais en fait, j'ai démissionné en 90, donc la première banque d'affaires a été créée en 90. Et donc en fait, j'ai très bien vu ce que c'était que les premières années, puisque j'ai développé plusieurs sociétés. Et au début, si vous voulez, vous êtes sympathique et ça ne demande d'ailleurs pas beaucoup de choses pour les gens qui vous aident. Mais après, c'est plus compliqué parce que justement, vous intéressez, enfin, le petit nouveau intéresse ou la petite nouvelle intéresse toujours tout le monde, quelquefois même trop parce qu'on les surexpose par rapport à la réalité de leur business. Mais 3 ans, c'est un moment où vous savez que vous restez entrepreneur. C'est ce que j'appelle l'épreuve du feu. Si au bout de 3 ans, vous savez que vous allez continuer, modifier votre stratégie, mais toujours avoir ce but de développer votre propre sillon, et ben là, vous êtes un entrepreneur, une entrepreneur, et là, vous méritez d'être accompagné au plus haut niveau. Et donc, je voulais mettre à la disposition de ces femmes entrepreneurs des moyens qu'elles ne pouvaient pas se payer. C'est-à-dire, moi, j'étais banquier d'affaires, donc je savais trouver les moyens de me faire aider parce que j'avais tout un réseau de relations, mais je voulais qu'elles puissent avoir des mentors très expérimentés qui puissent après devenir des sponsors, les aider à élargir leur network et surtout les aider à être confrontés à des problèmes quotidiens de management mais aussi des problèmes stratégiques. Et donc pour moi, c'était très important de mettre cette barre-là parce que je considérais que pour la France, c'était bien aussi d'essayer de développer des ETI. Alors, je veux dire, la création, c'est une chose. Le développement des entreprises, c'est autre chose. Et ça demande d'autres compétences de mentor. Et c'est sur ce terrain difficile et au fond pas occupé que j'avais décidé de porter notre action. Vous disiez que jusqu'en 2009, vous n'étiez pas consciente quelque part du sujet, de la visibilité des femmes? Je le faisais en action. J'avais un conseil d'administration égalitaire, mais j'avais même pas imaginé que ça puisse être différent. J'avais pris des gens en fonction de leur capacité.
j'avais embauché autant d'hommes que de femmes, autant de femmes que d'hommes, et pour moi, si vous voulez, ça n'a jamais été un point dans ma carrière. J'ai toujours été, enfin, j'ai été au début évidemment la première femme dans la plupart de mes fonctions, mais j'en ai toujours attiré d'autres. Et j'ai toujours aimé travailler avec des équipes, je dirais des équipes diverses d'ailleurs. J'aime évidemment avoir des hommes et des femmes. J'aime aussi avoir des hommes et des femmes qui viennent de mondes différents, de nationalités différentes, de cultures différentes. Enfin, ça fait partie, c'est complètement ma vie privée, mais c'est aussi complètement ma manière de concevoir le monde. Mmh. J'ai envie de dire, quelle chance de ne pas avoir vu le sujet avant 2009, quelque part. Bah, c'est peut-être un peu de bêtise, en tout cas d'inconscience, c'est-à-dire que vous savez, une entrepreneur ou un entrepreneur, ça fait des actions. Et moi, si vous voulez, j'ai toujours embauché des femmes et j'ai toujours aimé travailler avec des équipes mixtes. Et alors, j'ai été très étonnée d'abord qu'on me renvoie à, c'est formidable, on m'interviewait à l'époque en me disant c'est formidable, vous êtes une femme entrepreneur. Alors pour moi, ça ne voulait rien dire. Je comprends. Je veux dire, maintenant, bon, après 11 ans, j'ai compris que beaucoup avaient avaient des spécificités qui faisaient qu'on ne pouvait pas raisonner comme je raisonnais. Mais pour moi, il n'y avait pas d'obstacle qui était lié à ça. J'ai toujours pensé que, bon, vous savez, tout le monde est discriminé d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, mais c'est une raisonnement que j'estime simpliste aujourd'hui, mais pour moi, si vous voulez, on peut être laid, beau, intelligent, moins intelligent, mais au fond, on a toujours des points où on peut être discriminé. Alors, si on conçoit qu'on est un actif, qu'on est quelque chose de positif, bien à la fin, je veux dire, c'est ce qui ressort. Donc j'ai pas vu, mais encore une fois, moi je vois pas non plus de enfin, j'ai toujours aimé avoir des équipes encore une fois différentes de culture. Alors aujourd'hui, j'axe un certain nombre de points pour augmenter la diversité chez les femmes, c'est-à-dire essayer de créer des programmes où il y aura encore plus de diversité, par exemple d'origine, de race et tout ça. Mais au départ, pour moi, c'était clair qu'il en fallait. Mmh. Voilà. Et puis j'ai compris qu'il fallait mettre au point que vous ne pouviez pas appliquer votre caractère aux autres et qu'il fallait donc comprendre mieux les situations et comment aider les gens à réussir et à se développer. Et depuis 2009, est-ce que vous avez vu des choses évoluer sur ce sujet de la place des femmes, on va dire ça comme ça? Est-ce que les choses changent? Oui, les choses ont changé. Elles sont pas au niveau, mais quand même, les choses ont changé. Je crois que si on parle de conseil d'administration, on ne peut pas dire aujourd'hui que les quotas ont fait baisser la qualité des conseils d'administration, que j'ai entendu. Moi, j'avais été dans des conseils très jeunes, donc on me disait gentiment, vous vous rendez compte, Martine, évidemment pas vous, mais alors, vraiment, les quotas baissent le niveau. Ça n'est pas vrai. Donc, ça a été démontré. Après, si vous voulez, on constate quand même que tous les grands groupes, alors, je dirais, c'est peut-être politiquement correct, mais sont réceptifs à l'idée de promouvoir, de se donner des objectifs minimums, de promouvoir des femmes. Beaucoup de grands groupes aujourd'hui avec lesquels on travaille ont quand même des objectifs de monter le nombre des femmes dans les fonctions dirigeantes et à tous les niveaux. Donc ça, je crois que la prise en compte de ces phénomènes existe. Maintenant, évidemment, moi je vois toujours le verre à moitié plein, il y a encore beaucoup de travail à faire, et beaucoup de travail à faire culturellement aussi. Culturellement d'ailleurs par des hommes et par des femmes. Mais je suis convaincue aujourd'hui qu'il faut d'autant plus convaincre les hommes de la richesse que ça apporte dans une entreprise d'avoir des équipes diverses et aussi un avantage, que ça apporte vraiment un avantage compétitif vis-à-vis des concurrents. Donc, je crois qu'il faut que, évidemment, les présidents doivent être motivés à changer les choses, mais
mais que avant tout, il faut aussi convaincre tous les corps sociaux. C'est pour ça que la fondation fait des recherches. Et pour vous donner un chiffre qui est plutôt, enfin, qu'il faut prendre avec le sourire, mais ça n'empêche pas d'agir, c'est que dans nos recherches européennes ou même américaines et canadiennes, 2 tiers des hommes interrogés euh, disent que plutôt il n'y a pas de discrimination du tout à 75%, et 2 tiers des femmes pensent qu'elles sont discriminées à 2 tiers%. Donc il y a encore du boulot, comme si vous voulez, de temps en temps, m'énerve de voir des photos de la French Tech où il n'y a pas de femmes. Voyez. Ouais, bien sûr. Ouais. On a même vu une photo dans la Silicon Valley où ils avaient fait un montage parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était pas politiquement correct. Alors ils avaient rajouté dans la photo des femmes. Oh non. Moi, je l'ai tweeté à l'époque et tout ça parce que c'était tellement énorme. Mais vous voyez, quand j'avais vu le French Tech, je sais plus, il y a 2 ans ou un an, et j'en avais parlé à l'époque, j'avais rencontré dans un cocktail un directeur de cabinet de la ministre des droits de la femme, et je lui avais dit, bah, écoutez, quand même, c'est pas une réussite. Et il m'avait dit, bah, on s'en est même pas rendu compte. C'est encore plus grave. Donc, ça veut dire que culturellement, il y a quand même du boulot et que la fondation a encore de beaux jours devant elle parce que ça existe partout dans le monde. Alors, par contre, ce que nous a montré en fait le développement de la fondation à l'international, où on fait les mêmes programmes qu'en Europe, hein, donc des programmes très exigeants, c'est que on retrouvait les mêmes problèmes avec des nuances, mais les mêmes problèmes. On a toujours l'impression que c'est plus avancé aux États-Unis, etc. Vous ne le constatez pas, vous? Non, pas du tout. Non, c'est pas plus avancé aux États-Unis. C'est par contre, vous avez, disons, plus de vedettes. Vous avez quelques grandes vedettes. Bon, je dirais Michelle Obama. Vous voyez des gens comme ça qui Ouais. cachent en fait le problème. Mais les femmes, quand vous regardez les chiffres de la recherche, par exemple dans le secteur technologique, c'est vraiment pas bon. Et c'est même très très mauvais la plupart du temps. Donc, si vous voulez, moi je dirais qu'en plus, si vous voulez, vous savez qu'il n'y a pas de loi fédérale ni d'État pour ce qu'ils appellent la maternity leave. Ça veut dire que les femmes qui ont un enfant sont forcément, c'est forcément beaucoup plus difficile puisqu'il n'y a pas de système de congé maternité et de structure aussi gratuite pour les enfants. Ou en tout cas faiblement payante. Et on retrouve en France comme aux États-Unis, alors qu'on ne trouve pas ça au Canada, le fait que les femmes leaders sont vues comme des gens plutôt agressifs, plutôt avec des valeurs masculines, mais pour les recherches, par exemple, dans ces 2 pays, c'est plutôt négatif pour une femme, alors que c'est positif pour un homme. Et ça vient des hommes et des femmes. Donc c'est intéressant les recherches parce qu'on se rend compte, alors qu'en Canada, la femme leader est conçue comme ayant plein de valeurs positives. Donc bon, c'est pour ça que c'est très intéressant de confronter. Vous disiez que la fondation avait de beaux jours devant elle. À quoi rêvez-vous en fait? Qu'est-ce que vous rêveriez d'atteindre grâce à la fondation et grâce à toutes les initiatives qui sont menées? Ça ressemble à quoi en gros le succès? Oh ben moi le succès c'est quand on me dit qu'une femme me dit que j'ai changé sa vie, quoi. Je veux dire, quelquefois, vous savez, vous avez des gens qui s'imaginaient pas pouvoir faire ce qu'elles, tout d'un coup, elles se rendent compte qu'elles savent faire, qu'elles peuvent faire. Et pour moi, ça, moi, je veux dire que ça suffit c'est gratifiant, je veux dire. Vous savez, moi, je suis dans la philanthropie depuis 11 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est forcément tourné vers le succès des autres. Et c'est le succès des autres, la réussite des autres, qui vous apporte beaucoup de richesse. Parce que c'est jamais dans un sens. Forcément, vous êtes enrichi par les autres personnalités. Donc, moi, si vous voulez, comme je suis une créative, ce que j'adore faire, c'est créer des programmes exceptionnels et apporter aux gens des moyens qu'ils n'auraient jamais eu s'il n'y avait pas eu ces programmes. Voilà ce
ce qui me satisfait. Et plus je crée ces programmes, plus je fais rentrer des femmes et maintenant des hommes, en pourcentage sur les programmes virtuels, plus je me dis que la diversité avance. Au niveau géographique, je dirais que je suis bien, moi. J'ai l'Europe, les États-Unis, le continent américain, le continent asiatique. Je veux dire, c'est très ambitieux pour être honnête. Et avoir convaincu des groupes de nous aider et de nous suivre dans tous ces pays, j'aurais peut-être jamais pensé. Vous savez, une entrepreneur, ça pense loin, mais après c'est flexible sur la manière d'y arriver. Donc je dirais que ce que j'avais pensé, c'est en train de se faire. Et je n'aurai que des surprises agréables normalement. Mais vous savez, c'est des programmes qui poussent les gens vers le haut parce que, au fond, les gens ne sont pas habitués à être confrontés à ça. Et c'est fait de manière où on les perd pas, vous voyez, je veux dire, vraiment, on les accompagne. L'idée, c'est que ça réussisse. Voilà. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles. Voilà, pour moi, ça a toujours été ça. Ouvrir aux gens les champs des possibles. Moi, enfin, je pense avoir eu le champ des possibles. Après, les possibles, vous les créez vous-même, mais je pense quand même avoir eu beaucoup de chance. Et donc l'ouvrir aux gens le champ des possibles, faire que tout d'un coup, quelqu'un qui n'avait pas pensé être confronté ça à sa vie se trouve confronté et que ça l'aide à se voir différemment, à se construire différemment, à s'imaginer différemment. Ça, c'est formidable. Quand vous y arrivez, vraiment, là, vous pensez que vous avez bien travaillé. Pour ce qui concerne les entrepreneurs que vous recrutez, enfin que la Fondation aide, au-delà du critère des 3 ans d'ancienneté, est-ce que vous avez des critères particuliers de recrutement? Il y a 1 million d'euros d'affaires, hein, c'est le deuxième. Après, il faut qu'elles remplissent un dossier. On les confronte à un petit oral, qui est d'ailleurs très bienveillant, mais qui a pour but de définir exactement leur positionnement d'entrepreneur. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un, enfin moi je pense à une mentie que j'aime beaucoup, j'ai été son mentor d'ailleurs et qui a finalement elle a très bien réussi sa reconversion. Mais j'avais hésité à la prendre avec le jury parce que je me disais, est-ce que c'est une artiste ou est-ce que c'est une entrepreneur? Elle avait un monde qui était très artistique, très joli. Elle fabriquait des bijoux et puis, au fond, le mentoring l'a aidé. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Hein, l'a aidé d'abord à s'exprimer sur ce qu'elle voulait, à comprendre où elle voulait aller. Et aujourd'hui, c'est une personne qui fait des illustrations de livres, qui fait des dessins pour des grands designers. Vous voyez, et elle est rayonnante, elle réussit bien. Elle a en plus une vraie fibre sociétale, ce qui fait que elle fait des ateliers aussi pour des gens qui en ont besoin et tout ça. Et c'est vraiment, vous voyez, en fait, elle était plus artiste qu'entrepreneur. Et le but de notre aide, c'est évidemment de développer des ETI, mais c'est aussi que tout d'un coup, le destin des gens, ils comprennent où ils veulent aller. On a maintenant des entrepreneurs qui ont quelquefois, je sais pas, presque 100 millions de chiffre d'affaires. Enfin, mais oui, simplement, vous savez, quand on a finalement tout le monde n'a pas eu la chance d'être écouté, d'être compris et d'avoir un environnement qui pouvait aider. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours à vous, d'entrepreneur en banque d'affaires, oui, comme vous décrivez. Est-ce que vous pourriez, sans trop y réfléchir, me raconter le succès professionnel dont vous êtes la plus fière aujourd'hui? Et par succès, évidemment, j'entends soit des choses très visibles, soit des succès plus intimes qui, pour vous, sont vraiment ancrés comme des réussites. Moi, ce qui me rend assez fière de la carrière que j'ai faite, c'est au fond, d'avoir... j'étais conseil de grands groupes, hein, plutôt des groupes du CAC 40, hein, toute ma carrière de banquier d'affaires, que ce soit en tant qu'associé de la banque d'affaires où j'étais, et puis après dans ma propre entreprise. Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir été un conseil très dédié à ses clients. C'est-à-dire d'avoir jamais
trahi des clients, leur avoir dit la vérité, avoir fait vraiment un métier qui n'était pas drivé, qui était drivé par la réussite non seulement du président, mais de son groupe. Et donc, d'avoir d'avoir été un artisan de banque d'affaires, vous savez, comme on dit, enfin, je sais pas, moi évidemment, quand j'ai créé, je pensais à des gens beaucoup plus intéressants que moi, qui est des Warburg, des gens comme ça. Ce que je pense pour un conseil, quand on a la chance d'aider des gens qui sont au top niveau des entreprises, c'est vraiment de leur apporter tout le temps une valeur ajoutée, une présence, une écoute, un travail de réflexion, d'analyse, pour que à la fois ça leur facilite leur travail et à la fois ça aide le groupe à mieux réussir, parce que les groupes, c'est beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin aussi enfin, c'est pas uniquement un président, c'est tout un ensemble, et un ensemble important pour la société. Donc ça, je suis le plus fier. Alors évidemment, j'ai été conseil de très grands présidents comme Francis Bouygues, ou comme Serge Kampf, ou comme Gérard Mestralet, ou enfin, et d'autres. Et très souvent, je l'ai été pendant des années. C'est-à-dire que finalement, j'ai été souvent conseil 10 ans, 20 ans, 30 ans de président. Et donc, je pense que ça a créé des liens assez forts. Et alors après, ça c'est évidemment, il y a eu des grandes opérations. J'ai dirigé beaucoup de privatisations en France. J'ai fait beaucoup de grandes opérations d'acquisition, mais je retiens le fond du métier. Et puis, ce que je suis le plus fier, c'est que ça s'est couplé avec une vie de famille très réussie. Voilà. Et justement, pour être capable d'accompagner des grands groupes et des grands présidents pendant de longues années, comment avez-vous fait? Vous vous êtes appuyé sur quoi chez vous pour réussir ça? Sur la volonté, ça a l'air idiot, mais de servir en fait le pays et le président, mais aussi sur des valeurs, sur les valeurs de mon enfance, c'est-à-dire l'intégrité, le travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, je continue. La constance, et puis se servir de ses dons. Par exemple, on m'a beaucoup dit que j'étais très négociatrice, que je pouvais vendre à des Esquimaux des réfrigérateurs. Vous voyez, je veux dire. Donc, pour moi, c'est du travail, des valeurs et de la consistance. Quand on a une banque d'affaires et qu'on fait des deals, c'est toujours penser au but. Et donc, de voir quand le chemin est possible et essayer de faire que ce chemin est équilibré des deux parties pour que après le deal réussisse. Mais il faut se méfier de mon côté positif. Hein. C'est-à-dire? Moi, je suis toujours très positif. Alors, si vous voulez, vous savez, quand je m'entorse, je me rappelle tout ce que j'ai raté pour montrer que il n'y a pas de réussite sans ratage. Mais si vous me parlez de rater, je dirais que c'est une partie du chemin du succès. J'ai beaucoup de mal à être, je suis pas je suis pas du tout négative, moi. Donc, je vais peut-être râler sur des gens, mais immédiatement après, je vais me dire oui, mais quand même, ils ont ça. C'est pas fait pour moi la négativité, quoi. J'y arrive pas parce que ça ne m'aide pas. Maman disait toujours, écoute, de toute façon, quand les gens te demandent comment vas-tu, tu réponds bien parce que, en gros, ils s'en foutent. C'est pas faux. Oui, faut être lucide aussi. Puis vous savez, la réussite, bon, c'est sympathique. Ça m'a permis que ma famille soit pas dans le besoin, etc. Mais ça m'enthousiasme pas plus que ça. C'est-à-dire, j'en suis très contente. Je veux dire, mais bon, c'est plus important pour moi d'être bien dans ma peau. Hein. En fait, si vous voulez, moi, je suis très centrée sur mes valeurs, donc il n'y a pas de frustration. Je l'entends bien. Je veux croire qu'avec votre parcours et votre initiative au sein de la Women Initiative Foundation, vous ayez beaucoup de questions de femmes qui viennent vous demander conseil sur leur carrière, sur leur trajectoire, etc. Qu'est-ce que vous leur dites?
Moi, ce que je pense le plus, c'est vraiment des valeurs un peu classiques. C'est-à-dire, je pense que vraiment, de la constance et du travail, c'est quand même en grande partie, c'est 80% du succès. Alors après, si vous rajoutez le charme, si vous rajoutez la créativité, si vous rajoutez la chance, vous allez avoir pratiquement 100%. Mais fondamentalement, il y a des gens qui ont beaucoup d'opportunités, qui les ratent tous. On en connaît plein. Vous savez, à mon âge, on voit bien que il y a des gens qui en avaient énormément d'opportunités. Mais finalement, on s'aperçoit que 20 ans après, ils les ont tous loupés. Et puis, il y a des gens qui ont eu une opportunité. Et ceux-là, ils sont surfés complètement parce ils savaient prendre les bons choix. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils se faisaient suffisamment confiance? Moi, je pense que quand même, un travail que j'ai appris à faire dans nos mentoring ou dans nos programmes, c'est de travailler sur la confiance en soi de l'autre. C'est d'expliquer à l'autre pourquoi elle doit avoir confiance en elle. Parce que vous avez des entrepreneurs qui ont fait des choses fantastiques, ou même des cas, et elles le reconnaissent pas. Ma première mentie, elle m'a dit au bout de 6 mois, j'ai compris grâce à toi que j'étais une entrepreneur. Et je vous assure, elle réussissait très bien. Elle avait plusieurs spas, c'était vraiment une belle réussite. Hein. Et ben, elle se mettait pas ce titre-là. Alors qu'un garçon aurait dit qu'il était formidable avec ça. Donc, je dirais qu'il faut travailler la confiance en soi et que c'est pas la méthode Coué. Donc, c'est un travail. Moi, je dis souvent à mes mentors, pourquoi j'ai passé à 18 mois le mentoring d'entrepreneur, parce que je considère qu'il faut 6 mois pour travailler ces points-là. Et qu'après, évidemment, parallèlement, on peut travailler des choses comme son équipe, tout ça. Mais il faut quand même travailler le mental de l'entrepreneur. C'est-à-dire, par exemple, le peu de confiance en soi peut aboutir que diriger une équipe devient très compliqué parce que les gens comprennent pas que vos salariés sont pas vos meilleurs amis, que les rapports avec les gens sont objectifs, vous n'êtes pas dans la même histoire. Ça veut pas dire que vous ne les respectez pas. Ça veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup d'estime, mais vous n'êtes pas dans la même histoire. Donc, arrêtez de se raconter que le monde est fait de bisounours. C'est pas vrai. Si vous voulez, on peut être lucide et il faut se reconnaître le pouvoir de dire non. Et le pouvoir de dire non, je pense que c'est une chose qu'il faut apprendre aux gens. C'est pas facile de dire non, mais il faut le dire tout de suite. Vous voyez, c'est pour ça que quand je dis oui, je le dis vite. Hein. Et sinon, je dis non. Il faut que les gens cèdent et il faut qu'ils comprennent aussi, par exemple, moi je dis souvent que il faut donner avant de recevoir. Et quand les gens sont dans des networks, vous voyez, dans des réseaux, je leur dis commencez à vous intéresser à la personne qui vous parle et essayez de réfléchir à comment l'aider. Et surtout, n'attendez rien. Je veux dire, on peut aider sans attendre et vous verrez, ça marche. Ça marche pas forcément avec cette personne-là, mais si vous pouvez l'aider, pourquoi pas l'aider? Mais vous verrez que cette attitude de s'intéresser à l'autre avant soi, évidemment, il faut pitcher ce que vous faites. Donc, il y a un travail de leur dire en 3 minutes, expliquez-moi ce que vous faites. Et puis sinon, il faut le travailler parce que si la personne vous donne quelquefois 3 minutes, hein, pas plus. Mais par contre, si vous voulez, pensez qu'il faut donner avant de recevoir. Et ça, sur les jeunes générations, c'est quelquefois compliqué parce qu'ils disent au bout de 6 mois, mais ça ne sert à rien. Et moi, je leur dis, ça sert à quelque chose. Et d'ailleurs, nous, on n'arrête pas de donner. Et on reçoit des tas d'ondes positives. Que vous disent les mentors, justement, qui vous accompagnent dans la fondation? Qu'est-ce qu'ils en retirent de leur action? Je pense que ça a beaucoup d'intérêt. Beaucoup, enfin, si vous voulez, les mentors dans la fondation, alors on est très sélectif sur les mentors, mais c'est des gens bien. C'est des gens qui ont vraiment réussi bien leur carrière, vous savez, parce que il faut quand même que les problèmes d'ego soient résolus si vous voulez aider quelqu'un. Ouais, bien sûr. Parce que vous aidez quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne fera ce que vous lui suggérez.
Donc, il faut quand même avoir cette attitude de faire le mieux, mais se dire que à la fin de la fin, c'est l'autre qui décide. Donc, c'est pas une élève, l'autre. C'est une entrepreneur, vous voyez, ou c'est un cadre. Il faut donc être à l'aise sur son ego. Et c'est pour ça que moi, je prends des gens qui ont réussi dans cet épanouissement-là. Et en général, ils aiment beaucoup faire ça. Et ils sont très bons, les mentors, parce que ils y mettent le temps, l'énergie. Ils sont les premiers. Vous voyez, quand je fais un programme, ils me harcèlent pour mettre leur menti dans le programme. Je me fais harceler. J'ai beaucoup d'amitié, même d'affection pour les mentors de notre nation, parce que tous ces gens sont bénévoles. Toute mon équipe est bénévole. Alors c'est vrai qu'au début, moi qui avais l'habitude d'avoir vraiment des équipes très bien payées, mais très très compétentes, faut connaître, très très disponibles. C'était une belle éducation de sérénité de travailler avec des bénévoles. Il faut les motiver, il faut bien les traiter, il faut bien les écouter, il faut leur donner des activités qui leur plaît. Il faut que la fondation marche, il faut que ce soit quand même qu'ils se sentent un rôle, vous voyez, vous pouvez pas. C'est toujours pareil. Les gens, ils aiment bien quand les choses réussissent. Je le dis pas du tout négativement. Je pense que c'est normal pour un manager qui soit dans une société non commerciale ou commerciale. Il faut intéresser les équipes. Et intéresser les équipes, s'il n'y a pas que l'argent, il y a le fait de l'appartenance à une entité qui a un sens et qui, vous voyez, le fait d'être international. Moi, j'ai par exemple, des bénévoles dans toute notre implantation géographique. Ça leur fait plaisir quand ils voient par exemple, à Singapour, que l'Université nationale de Singapour est enthousiasmée de travailler avec nous, que ça marche. Vous voyez, c'est gratifiant. Ils ont l'impression non seulement d'être utiles, mais en plus d'être vraiment dans une niche d'activité très haut de gamme. Il faut pas le prendre dans quelque chose comme le luxe, mais qui élève les gens. On arrive au bout de notre conversation. Est-ce que vous êtes optimiste sur la place des femmes dans les affaires ? Je suis réaliste. Je trouve que c'est pas acquis et qu'il faut quand même tenir l'exigence. Et pour tenir l'exigence, il faut convaincre les hommes et les femmes. Je trouve que la première période est bien, où on a fait, j'irais en 20 ans, des réseaux féminins, tout ça, mais il faut passer à quelque chose qui est plus, alors pas du tout de revenir sur des réseaux masculins, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut inclure de plus en plus, quand c'est possible, des hommes dans nos événements, ce qu'on fait, ça, etc. Parce que ce qu'il faut convaincre les gens, c'est que c'est vraiment une valeur incontournable aujourd'hui pour les talents. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vraiment un monde compétitif, c'est un monde où on a besoin de tous les talents, et il faut convaincre les hommes qui dirigent, parce que c'est quand même encore les hommes qui dirigent, que c'est vraiment pour eux quelque chose de fondamental pour le développement de leur entreprise. Non seulement pour l'équilibre de la société, et que c'est bénéfique pour tout le monde, et que faire ça, ça sert à tout le monde. Que vous voyez, rendre la vie plus facile quelquefois par des horaires, par des choses comme ça aide tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, moi je pense que la deuxième étape va être une étape un peu différente. On a été quelquefois les pionniers dans ouvrir des réseaux. Il faut quand même se dire que ces réseaux n'ont pas l'audience qu'on aurait voulu leur donner. Là, je parle pas de nos programmes, je parle quand je vois par exemple les tweets, comment les tweets des réseaux féminins sont retweetés, je suis pas bluffée, moi. Enfin, je veux dire, 500 réseaux féminins créés en très peu de temps, ça veut dire quand même que il y en a trop.
Et ça donne pas de l'influence. Donc voilà, moi c'est un bémol, c'est-à-dire que je dis arrêtons maintenant de faire ça, structurons ça pour que, je veux dire, qu'émergent quelques grands acteurs qui peuvent être commerciaux, hein, mais qui soient structurés pour que la voix des femmes ait une réelle audience dans les affaires. Et puis arrêtons de mélanger tous les sujets. Ça, le sujet de sécurité, c'est un sujet très important, mais c'est pas la même chose que la vie des affaires. Donc, je pense que c'est très large comme sujet. On confond quand même beaucoup de sujets, le harcèlement, la violence, tout ça, et puis la vie des affaires. Alors, tout ça fait que beaucoup d'hommes considèrent finalement qu'on fait beaucoup de choses pour les femmes, et en pratique, c'est pas vrai. Donc voilà, moi, je suis réaliste. Je regarde chaque fois comment faire évoluer les programmes pour qu'ils soient mieux compris dans les groupes, que finalement on participe aux objectifs des groupes, qui sont quand même maintenant des objectifs de RSE, et tout ça, alors qu'avec quelquefois une conviction assez molle au sommet, mais ça avance. Mais cette deuxième phase doit s'enclencher avec vraiment en étant plus focus. Ok, c'est très clair. Un immense merci, Martine Liotto. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, HUMANLX, ou bien suivez-nous sur LinkedIn. Pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching en format audio qui permettent aux femmes de dépasser un à un les obstacles qu'elles rencontrent sur leur trajectoire en entreprise, rendez-vous sur lesondevictoire.com. Enfin, si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et bien sûr d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt.